à ce moment-là, dans ce moment-là, il n'y a que moi. Ensuite, le spectateur, comme toi, j'ai vu, parce que toi, tu l'as reçu très fort quand tu es rentré dans mon atelier, tu te promenais d'une forme à l'autre, d'un tableau à l'autre. Et c'est ça c'est ça que j'aime, moi. Que le spectateur, d'un seul coup, il en fait sa chose. Ça devient sa chose. Ce flottant qui est là, cette demi-clarté qu'apporte l'or avec le rouge ou le vert. Tu as du vert, je crois, hein, tu as de l'or et du vert. Mais j'ai choisi ça aussi. J'ai choisi de mettre l'or plus ici que là avec du vert. Et puis, tu sais combien c'est impressionnant de se lancer sur un papier comme ça? J'imagine. C'est un petit peu comme ceux qui se lancent là, à Acapulco depuis une roche très haute dans l'eau. Il n'y a pas de certitude. On peut tomber à plat, on peut se briser, s'ouvrir complètement la poitrine et exploser. Je peux exploser en vol aussi, là. C'est-à-dire, j'ai un grand mécontentement lorsque ma main d'un seul coup a dérapé ou bien a eu une hésitation. Il faut être sûr. Le geste ne peut être que sûr. C'est ça. Le geste ne peut être que sûr. Et je rejoins en cela l'unique trait de pinceau. C'est vrai. Je me réfère souvent aux thèses ou aux principes, disons, de la peinture calligraphique japonaise ou extrême-orientale, c'est-à-dire chinoise, parce que c'est celle qui me parle le plus. C'est celle qui m'a véritablement dit ce que moi je ressens. Et pour cela, d'ailleurs, je reprends les textes du livre de... Ça, c'est très beau. Ce livre, tu ne l'as pas? Vide et plein. Oui, si. Tu l'as? Pour ça que j'aime. Kuo-su relate la manière de peindre de son père, Kuo-si. Il avait l'habitude, lorsqu'il allait peindre, de s'asseoir près d'une fenêtre claire. Il mettait en ordre la table, brûlait de l'encens et disposait soigneusement l'encre et les pinceaux devant lui. Ensuite, il se lavait les mains, comme pour recevoir un hôte distingué. Il restait silencieux longuement, afin de calmer son esprit et de rassembler ses pensées. C'est seulement lorsqu'il possédait la vision exacte qu'il commençait à peindre. Il disait souvent sa hantise de se trouver devant sa propre œuvre avec un esprit distrait. Ô combien tout cela est important. Devant de tels tableaux, même un spectateur innocent sent confusément que le vide n'est pas une présence inerte et qu'il est parcouru par des souffles reliant le monde visible à un monde invisible. On donne à voir ce qui n'est pas. Ce qui est mais qui n'est pas vu. Pardon? Ce qui est mais qui n'est pas vu. Ce qui est mais qui n'est pas vu. Oui, et qui n'est... Ça rejoint ce que qui est là, disais. qui est là malgré tout. Voilà. Ce que je te disais tout à l'heure, dans ce vide, Oui. qui est en fait empli de tout, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, et dans lequel l'artiste va sortir quelque chose. Oui. Et pas n'importe quoi. Ce qui est juste. Mais il n'y a qu'à se rappeler le Petit Prince avec le Dessine-moi un mouton. Tous les moutons qu'il faisait aussi représentatifs possible, aussi près possible de la réalité du mouton, n'était rien par rapport à ce que voulait voir l'enfant, et qui étaient des barreaux avec une cage. Ça lui parlait davantage du mouton que... Mais bon, c'était cruel à ce moment-là, puisqu'il le voulait emprisonner, son mouton. Mais... Il s'agit, pour obtenir un effet merveilleux, de jouer de l'encre de telle manière que là où s'arrête le pinceau, soudain surgisse autre chose. Tu comprends que moi j'ai une peau de poulet, mes poils se redressent quand je lis des choses comme ça.
Ben, oui. C'est évident que tu t'y retrouves là-dedans. Même pour faire un point, il convient qu'il y ait du vide dans le plein. C'est alors seulement que le point devient vivant, comme animé par l'esprit. Un tableau débute avec les traces du pinceau encre pour aboutir au non tracé du pinceau encre. Partir du distinct et du tangible pour atteindre le vide éclaté, ce n'est pas à la portée du débutant. Pour que le trait soit animé par les souffles, il ne suffit pas que le vide habite seulement le trait, il faut qu'il guide aussi le poignet même du peintre, le poignet même du peintre. Le peintre Shintao, qui est l'un des plus grands, a affirmé l'importance du Hu Xuan, poignet vide, dans ses projets sur la peinture, ses propos sur la peinture. Le poignet vide ne signifie pas nullement une main sans force lorsque le peintre tient le pinceau. Au contraire, c'est le résultat d'une grande concentration, du plein tendu à l'extrême. Le peintre ne doit pas commencer à peindre que lorsque le plein de sa main atteint son point culminant et cède soudain au vide. Le vide a double effet. Grâce à lui, la force du trait pénètre le papier, sinon jusqu'à le traverser. Jusqu'à le traverser. Grâce à lui aussi, tout s'anime à la surface du papier, étant mu par le souffle. Voilà. C'est le souffle qui est important, la vie. Le souffle, c'est la vie. Et voilà, écrit et propos sur l'art de Matisse. J'avais déjà remarqué que dans les travaux des Orientaux, le dessin des vides laissés autour des feuilles comptait autant que le dessin même des feuilles, que dans deux branches voisines, les feuilles d'une branche étaient plus en rapport avec celles de sa voisine que lorsque les feuilles de la même branche, qu'avec les feuilles de la même branche. Je dessine l'olivier que je vois. Je dessine l'olivier que je vois de mon lit. Lorsque l'inspiration s'est écartée de l'objet, j'observe les vides qui sont entre les branches, observation n'ayant pas de rapport immédiat avec l'objet. Ainsi on échappe à l'image habituelle de l'objet dessiné, au cliché, olivier. En même temps, on s'identifie à l'objet. Lui disait, ce que disent les Chinois aussi, que pour dessiner un olivier, il faut sentir les branches pousser en soi. Les Chinois disaient, pour dessiner un bambou, il faut sentir les branches pousser en soi. C'est vrai. C'est ce que j'entends, si tu veux, là, c'est que Aussi, c'est vrai aussi par rapport au vide dont on parlait tout à l'heure. le dessin, la peinture, l'image n'est pas la traduction d'un objet, mais d'un monde. C'est-à-dire que c'est comme tu le ressens. C'est comme tu le ressens, et c'est quelque chose. Il y a une intégrité, c'est-à-dire que le vide entre les feuilles des branches dont il parle fait partie de ce monde que tu décris, et que c'est pas l'objet olivier ou bambou qui compte, c'est comme il est au monde, Oui. et c'est là où le vide, l'interstice, a autant d'importance. Absolument. Et donne une cohérence à l'ensemble. Oui, absolument. Et à savoir que si tu dessines parfaitement une branche, une autre branche, la façon de situer les branches est encore plus importante. Enfin, c'est ce qui est dit là, et moi c'est ça que je ressens depuis le début, si tu veux, dans toute cette tentative d'arriver au sens aussi dense que possible. C'est-à-dire que dans le point, le trait, et avec le vide, on arrive à mettre un monde avec son sens, et pas l'objet, et pas seulement l'objet. C'est-à-dire que les corps que tu dessines des corps avec ton corps. Oui. Et en fait, ce que tu y mets et qu'on ressent, c'est bien au-delà du corps. C'est ce corps, le sens que tu as toi de ce corps dans le monde, dans ton histoire, dans ta vie, dans l'histoire du monde. Enfin, c'est quelque chose de complet. C'est pas un objet. Non. Non. Je peux même dire, puisque tu parles des corps, que bien souvent, le corps que je dessine, c'est le corps que j'imagine comme le mien. Donc, je peux prendre les libertés avec mon corps.
évidemment, je le prête à un corps étranger, à un corps qui n'est plus étranger, puisque moi je l'ai domestiqué, j'ai domestiqué les formes, et je le fais mien à ce moment-là. Il a poussé en toi. Oui, il a poussé en moi. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je me rappelle qu'une amie, j'ai peut-être... c'est une anecdote que je répète, parce que c'était au début, lorsque je... Parce que c'est une anecdote, mais qui est réelle. Au début, lorsque je dessinais, j'amplifiais déjà, grâce au mime, j'amplifiais mes corps. Et j'ai fait des corps de femmes, et qui étaient exposés chez moi. Une amie qui avait un problème de grosseur avec sa propre... euh, disons, sa propre silhouette, qui suivait des régimes, qui voulait absolument maigrir. Elle était forte, mais elle était très bien faite. Elle était tout en harmonie. Elle était un véritable modèle pour sculpteur. Je ne l'ai jamais vue complètement nue. Un Mayol plutôt que Botero. Voilà, un Mayol plutôt que Botero, oui, absolument. Mais lorsqu'elle a vu ses dessins, elle était affolée. Elle m'a dit, parce qu'elle s'est identifiée à ça, elle m'a dit, ah, c'est comme ça que tu nous vois. Ce sont ces mots. Mais c'est toi qui les as remplis. Et je lui ai dit, mais tu sais, je les ai imaginés, je ne fais pas de la photographie, je ne rends pas, je ne veux pas imiter la photographie, je raconte une histoire, donc j'amplifie un peu les formes. Regarde, l'épaule là est plus haute, la fesse est un peu plus grosse, le déhanché est un petit peu plus accentué. Je ne suis pas dans une représentation photographique. Donc, la déformation, à ce moment-là, a toute son importance, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'amplification, ce n'est pas une déformation. Tu parles d'amplification, et Oui. j'entends bien, si tu veux. Comment C'est pas une déformation. comment tu amplifies? C'est-à-dire que tu amplifies en ressentant le sens, la forme, la structure, et en le nourrissant avec quelque chose de toi, avec tout ce que tu perçois, avec tout ce que tu es, avec toute ton histoire. Bah, je peux te dire que le mime est toujours là. Même si je fais du japonisme, le mime est toujours là. Enfin, tout ce que j'ai appris du mime, c'est-à-dire dans l'exaspération d'un corps, des lignes du corps, en exagérant. On ne peut pas se déformer trop lorsqu'on fait du mime. Mais en amplifiant un mouvement exagérément, on peut dire que là, on amène pour le spectateur, en tout cas, ce qu'on donne à voir est un indice. C'est une suite d'indices, si tu veux. Les amplifications de mes formes. Je pense même que, quand je dis que le mime est là, j'accentue parce que je veux l'accentuer. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas autrement. Je suis triste lorsque je fais une forme beaucoup plus naturelle. Et quand je travaillais pour la publicité, où il me fallait faire des dessins où les corps étaient beaucoup plus naturels, je souffrais. Je préférais les déformer. Oui, dans la mesure où c'est ce que tu as à dire. C'est pas la reproduction du corps. C'est un sentiment oui, je me sers qui l'inspire. Voilà. Tu pars du corps. Voilà. Mais parce que je ressens, si tu veux, c'est que tu vas partir du corps d'une personne, par exemple, Oui. et que tu vas nourrir ce corps avec le sentiment que tu as de cette personne. Et que cette amplification, elle n'est pas géométrique. Elle est profonde à travers le sentiment que tu as d'une personne ou d'une situation ou d'autre chose. Tout ça étant pas isolé. Enfin, tu vois, en réfléchissant, en bavardant avec toi, une idée que je ressens de plus en plus fort, c'est que chaque dessin n'est pas le dessin de quelque chose de contingent, la personne qui se trouve là à ce moment, le modèle, mais en utilisant ce modèle, en partant de ce modèle, l'aboutissement de tout le reste. C'est le chemin, c'est aussi. Tout s'est nourri, et l'amplification, comme le fait d'épurer, font que sur un sujet, entre guillemets, donné, tu produis quelque chose qui est un monde, et pas simplement un objet traduit ou interprété.
Et que, alors c'est encore plus net effectivement dans Ombres et Or, où là on n'est plus dans le trait, mais on rentre carrément dans l'univers, et où il n'y a plus à partir d'une forme objective et d'une image objective, mais on pénètre directement, avec la difficulté que ça suppose, dans l'univers. Dans l'univers de tout ce que tu as accumulé. Oui, là j'ai abandonné toute forme pour être dans une suggestion, dans une intériorité. Oui. C'est une peinture plus secrète. Oui. Et pourtant, tout aussi parlante. Tu m'en parles en tant que spectateur. Je t'en parle en tant que spectateur. Oui. Moi, j'éprouve une grande émotion lorsque je fais ça. Je sais que je tourne très souvent autour de ma table avant de me sentir véritablement possédé. Et d'ailleurs, il faut que, comme dans ce que j'ai lu tout à l'heure, qu'il y ait un grand espace de... Pas de parasite. Pas de parasite. Pas d'interférence. Rien ne parasite mon œil, mais c'est dur dans cet atelier, parce que j'ai davantage de... Cette accumulation. Oui. C'est-à-dire que là, tu arrives à une forme qui se dégage de toute anecdote. Voilà, il n'y a pas d'anecdote. C'est vrai que si je m'appuie moi sur l'anecdote, c'est-à-dire sur les mots de Tanizaki, parce que je m'appuie véritablement là-dessus, je ne peux pas dire autrement, j'ai des textes de Tanizaki qui sont une merveille, et qui vont évoquer justement cet entre-deux, cette chose impalpable. Car un lac décoré à la poudre d'or n'est pas fait pour être embrassé d'un seul coup d'œil dans un endroit illuminé, mais pour être deviné dans un lieu obscur, dans une lumière diffuse qui par instant révèle l'un ou l'autre détail, de telle sorte que la majeure partie de son décor somptueux, constamment caché dans l'ombre, il suscite des résonances inexprimables. Nous sommes dans l'inexprimé. Ainsi que de minces filets d'eau courant sur les nattes qui, pour se rassembler en nappes stagnantes, les rayons de lumière sont captés l'un ici, l'autre là, puis se propagent ténus, incertains et scintillants, tissant sur la trame de la nuit, comme un damas fait de ses dessins à la poudre d'or. Nous nous complaisons dans cette clarté ténue, faite de lumière extérieure d'apparence incertaine, cramponnée à la surface des murs de couleur crépusculaire et qui conserve à grand-peine un dernier reste de vie. Pour nous, cette clarté-là sur un mur, ou plutôt cette pénombre, vaut tous les ornements du monde et sa vue ne nous lasse jamais. Cette pénombre. À ces moments-là, j'en viens à douter de la réalité de cette lumière de rêve et je cligne des yeux, car elle me fait l'effet d'une brume légère qui émousserait mes facultés visuelles. C'est donner à voir autre chose, je pense. Ce n'est plus une surface sur laquelle repose une tache, une forme, c'est autre chose. C'est aller au-delà de l'anecdote, c'est que... Au-delà de l'anecdote, c'est... Oui. Il le dit d'ailleurs, c'est... Voilà. Oui. C'est l'inexprimé. Plutôt que l'inexprimable, puisque précisément... C'est ça. L'œuvre est d'exprimer l'inexprimé, oui. Qui n'est plus inexprimable, puisque tu l'exprimes à travers... C'est ça qu'on cherche, à travers... Oui, cette forme qui est en suspens, qui est là. Ce n'est pas fermer la porte à l'explication. Ce n'est pas l'enfermer dans une explication. Et d'ailleurs, bon, la phrase en dessous devrait être avec des points de suspension pour ne pas fermer la chose. Elle est là comme un indice. Elle n'est rien de plus. Ce que tu disais à propos du mime. Pardon ? Ce que tu disais à propos du mime. Oui. Oui. C'est une suite d'indices. Donner l'indice, donner des indices en manipulant le vide. Quand je dis donner à voir ce qui n'est pas, c'est le spectateur qui le recrée. C'est lui. Moi je vois, quand quelqu'un d'un seul coup devient complètement fou avec un de mes dessins, ou du moins qui d'un seul coup il ne s'attendait pas à voir ça, il le voit et il l'acquiert pour en faire
Parce qu'il devient d'un seul coup, ça rentre dans son monde. Il y a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Alors là, je trouve que c'est ça qui est formidable. C'est que l'autre, d'un seul coup, ressent le désir de ne plus vivre sans. Il veut absolument l'associer à sa vie, parce qu'il fait part de sa vie, de ce qu'il y a découvert. Oui. Voilà. Oui, ça c'est... Ces reflets, pareils à une ligne d'horizon au crépuscule, diffusent dans la pénombre environnante une pâle lueur dorée, et je doute que nulle part ailleurs l'or puisse avoir une telle beauté poignante, et avoir une beauté plus poignante. Oui, je l'ai lu tout à l'heure. C'est... Je ne sais que dire là, s'il te plaît. Viens, on arrête là? Je crois qu'on va, D'accord. on va arrêter là Oui. pour aujourd'hui.